Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 10 juin, je vous propose de revenir tout d'abord sur l'élection de Lee Jae-myung en Corée du Sud, après 6 mois d'instabilité politique depuis la déclaration de la loi martiale par l'ex-président Yoon Suk-yeol le 3 décembre dernier. On s'intéressera ensuite aux négociations commerciales entre le Japon et les États-Unis, à l'approche de la rencontre entre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et le président américain Donald Trump en marge du sommet du G7 au Canada. Nous reviendrons aussi sur un conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge qui a récemment fait un mort et ramène ce vieux différend sur le devant de la scène des relations bilatérales. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Vanuatu avec une controverse concernant le système de l'achat de la nationalité du Vanuatu impliquant l'influenceur masculiniste d'extrême droite Andrew Tate. Le scrutin présidentiel en Corée du Sud a permis l'élection mercredi dernier du candidat du Parti démocrate Lee Jae-myung qui a obtenu 49,2% des voix contre 41,15% pour le candidat du People's Power Party Kim Moon-soo et 8,34% pour Lee Jun-sok, candidat du petit parti conservateur Reform Party. C'est après 3 semaines d'une campagne éclair que la Commission nationale des élections a annoncé les résultats et confirmé l'avance de Lee Jae-myung, candidat malheureux du scrutin présidentiel de 2022 face à Yoon Suk-yeol, mais qui a réussi cette fois à obtenir plus de 17 millions de voix, un record historique depuis la démocratisation de la Corée du Sud en 1987. Malgré l'absence de majorité absolue, c'est donc un score confortable pour le Parti démocrate, avec un taux de participation élevé de 79,4% qui assure une légitimité aux gagnants du scrutin. Une légitimité nécessaire pour gouverner après les 6 mois d'instabilité politique qui ont suivi la proclamation de la loi martiale le 3 décembre 2024 par l'ex-président Yoon Suk-yeol, qui a ensuite été destitué le 14 décembre, une décision confirmée par la Cour constitutionnelle sud-coréenne le 4 avril dernier, permettant l'organisation de ce nouveau scrutin. Lee Jae-myung a été investi et est entré en fonction le même jour des résultats, tôt le matin, sans la période de transition habituelle de 60 jours, écartée par les circonstances exceptionnelles de la destitution de Yoon Suk-yeol. Dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale, Lee Jae-myung a promis de mettre fin à la division politique, de restaurer la démocratie et l'unité nationale, mais aussi d'accorder la priorité à l'économie. Il a ainsi mis en place, à travers le premier décret de son mandat, une équipe d'urgence chargée d'évaluer la situation économique. Le nouveau président a aussi promis de renforcer les relations avec les États-Unis et de mener une diplomatie de l'équilibre dans un contexte économique particulièrement difficile, entretenu par l'incertitude liée aux droits de douane américains. Toujours sur le plan diplomatique, Lee Jae-myung s'inscrit dans la tradition politique du Parti démocrate, qui prône plutôt une politique d'apaisement avec le voisin nord-coréen. Le nouveau président a nommé hier au poste de Premier ministre le député Kim Min-sok, un proche de Lee Jae-myung qui avait déjà un rôle important dans la définition de la stratégie du parti. Enfin, reste en suspens la question des procédures judiciaires en cours contre le nouveau président élu, dont la prochaine audience au tribunal est prévue pour le 18 juin prochain. À quelques jours de la rencontre prévue en marge du G7 du 15 au 17 juin prochain au Canada entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, les négociations commerciales entre Tokyo et Washington semblent ne pas porter les fruits escomptés par la partie japonaise. C'est le ministre de la Revitalisation économique, Ryosei Akazawa, qui est le négociateur en chef du Japon pour les négociations commerciales avec les États-Unis qui visent à éliminer ou faire baisser les droits de douane supplémentaires imposés par Donald Trump le 2 avril dernier. Après un 4e round de négociations, Ryosei Akazawa était de nouveau aux États-Unis la semaine dernière pour un 5e round de discussion. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a indiqué que dans le cadre de ces discussions,
le ministre japonais avait rencontré vendredi dernier plusieurs membres du gouvernement américain, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, lors d'un entretien de 45 minutes, ainsi que le secrétaire au commerce Howard Lutnick pendant près de 2 heures, en plus d'une première rencontre de près de 2 heures également la veille. Akazawa dit avoir appelé lors de ces rencontres à l'élimination des droits de douane et notamment des droits sur l'acier et l'aluminium qui ont doublé depuis le 4 juin. Les taxes américaines sur l'acier japonais sont ainsi passées de 25 à 50%, une mesure que le négociateur en chef japonais a qualifiée d'extrêmement regrettable. Akazawa a déclaré vendredi dernier que les deux parties avaient fait des progrès dans les discussions vers la concrétisation d'un accord, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé et que le Japon et les États-Unis allaient continuer à discuter pour trouver un accord qui soit à la fois bénéfique pour le Japon et pour les États-Unis. Un différend frontalier ancien entre la Thaïlande et le Cambodge a récemment causé la mort d'un soldat cambodgien dans un lieu dit appelé Chombok. Les échanges de tirs ont eu lieu le 28 mai après plusieurs semaines de tensions croissantes à la colline 496, après que la Thaïlande a accusé l'armée cambodgienne d'avoir brûlé un petit kiosque construit par la Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais a affirmé dans un communiqué de presse publié mercredi dernier que l'armée avait agi dans un acte de self-défense lors d'une patrouille de routine dans une zone sous souveraineté thaïlandaise. La mort de ce soldat cambodgien rappelle un autre incident meurtrier survenu en 2011 au niveau du temple de Preah Vihear, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Cour internationale de justice a par la suite donné raison au Cambodge dans une décision de 2013. L'Assemblée nationale et le Sénat cambodgien ont voté lundi dernier pour saisir la Cour de justice internationale, mais la Thaïlande s'est dite contre et a répondu qu'elle était en revanche prête à des négociations avec le Cambodge dans le cadre de mécanismes bilatéraux déjà existants. Les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions depuis l'incident n'ont pas montré de résultats significatifs jusqu'à ce que les deux pays s'accordent dimanche dernier pour revenir au statu quo avant l'accrochage et pour convier une réunion le 14 juin prochain de la Joint Boundary Commission avec pour objectif de trouver une solution pacifique au conflit. Le débat sur le programme d'achat de la nationalité Ni Vanuatu a repris de plus belle après des révélations concernant l'influenceur masculiniste d'extrême droite Andrew Tate. Ce programme, appelé Development Support Program, qui consiste à offrir la nationalité de l'archipel moyennant un investissement de 130 000 $, contribue à plus d'un tiers du budget annuel du gouvernement du Vanuatu, mais a fait l'objet de critiques répétées sur l'utilisation des fonds générés par le gouvernement, ainsi qu'au sujet des personnalités discutables bénéficiant du programme. Car ce programme attire les repris de justice et les hommes d'affaires fuyant les sanctions internationales. En 2003, il a par exemple été révélé que les frères Gupta, deux hommes d'affaires indiens recherchés par les autorités sud-africaines pour corruption, avaient obtenu la nationalité Ni Vanuatu. Le média Intelligence Online a révélé le 2 juin dernier que Andrew Tate disposait d'un passeport Ni Vanuatu depuis 2022. Andrew Tate fait l'objet de plusieurs poursuites dans différents pays. Il est notamment ciblé par une enquête pour violences sexuelles et fraude fiscale au Royaume-Uni, ainsi que par une enquête pour viol et trafic d'êtres humains dans l'État de Floride aux États-Unis. Il a aussi été arrêté en Roumanie l'été dernier et placé en garde à vue à la suite d'accusations de trafic sexuel et de viol. La Commission et Bureau de la citoyenneté du Vanuatu a par la suite confirmé avoir accordé la citoyenneté à Andrew Tate le 15 décembre 2022, tout en rejetant les conclusions d'un rapport sur la corruption et le crime organisé qui évoque le programme dit des passeports dorés du Vanuatu et le cas d'Andrew Tate. La Commission affirme que le passeport a été délivré à Andrew Tate après consultation de la police britannique pour vérifier son casier judiciaire, alors qu'en réalité, une enquête était déjà en cours au Royaume-Uni depuis 2017 et que le passeport a été délivré alors qu'Andrew Tate était en détention en Roumanie. Le quotidien local Vanuatu Daily Post a indiqué que le chef de l'opposition du Parlement Ni Vanuatu, Ismael Kalsakau, avait appelé le Premier ministre Jotam Napat à publier le compte-rendu d'enquête de la Commission sur le programme d'achat de citoyenneté, fruit d'une enquête lancée en juin 2024 pour évaluer les soupçons de corruption attachés au programme. Le compte-rendu du programme d'enquête a été présenté au ministre de la Justice mardi et l'opposition réclame sa publication en accusant le gouvernement de manquer de transparence.
Cité par ABC, un porte-parole du gouvernement a affirmé que les autorités du Vanuatu enquêtaient au sujet d'Andrew Tate et qu'une fois les documents réunis, le processus pour révoquer sa nationalité serait enclenché. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.